Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et je suis toujours accompagné de mon comparse Cook. Salut à tous. Même au bout d'un an. Et qui l'eût cru ? Qui l'eût cru, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là du coup. C'est un feu qui dure longtemps quand même. Ouais, faut dire qu'on y mène peine, hein. Faut pas s'endormir, faut rajouter des bûchettes, c'est compliqué, hein. On pourrait être pris par surprise par un lynx des montagnes. Ouais, ça c'est courant, hein, dans les montagnes drômoisies. Et il y en a, et il y a d'autres trucs aussi, d'autres trucs chelous qui se trimballent, mais c'est vrai que dans le noir on n'arrive pas trop à les voir, on sait pas trop ce que c'est. Mais ça a l'air dangereux aussi, hein. Et c'est pour ça qu'on a allumé ce grand feu, hein, de toute façon. Pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et ouais, comme tu dis, voilà, ça fait 1 an que le feu brûle. Donc on va revenir un petit peu dessus, parce qu'on a des questions quand même pour cette FAQ, parce que ça voilà, on n'a pas annoncé le principe, mais c'est la FAQ dès 1 an. Ouais, et puis d'ailleurs, moi je me suis dit, est-ce qu'on va avoir assez de personnes qui vont poser de questions ? Il nous faut un plan B, mais pour finalement on n'en a pas eu besoin, donc c'est cool. Merci déjà à ceux qui ont participé par avance. Ouais, clairement, c'est vrai que c'était un petit peu l'inquiétude aussi que j'avais quand on s'est lancé là-dedans. Mais c'est vrai qu'au final, vous avez quand même bien joué le jeu. Il y a matière, hein, et sur beaucoup de sujets, hein, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer l'émission. On n'a pas eu trop de problèmes avec des questions qui se croisaient trop. Et non, vraiment très bien, vous allez en savoir un petit peu plus et on va vous en dire... on va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment des Annales d'Opale aussi. C'est important pour nous. Ouais, la légende. Voilà, exactement. En tout cas, voilà, comme Cook, je tiens à vous remercier déjà de votre fidélité, hein, parce que c'est vrai que ça fait 1 an et on s'aperçoit déjà qu'il y a des habitués. Les retours qu'on a eus, en tout cas, sont vraiment bons. Et ça fait chaud au cœur. C'est ce qui permet aussi, je pense, de tenir, hein, comme toute personne qui se lance dans un projet créatif, artistique. Voilà, hein, c'est vrai que si on te dit dès le début que ça pue la merde, concrètement, t'as pas envie de continuer, quoi. Bah, ça te fait une marge de progression. Alors que si c'est bien direct... ouais, c'est vrai, ouais. Là, je dis ça parce que j'ai réécouté les premiers épisodes de Realm of Kawa. Et avec le son casque, on était à deux dessus. Bah, faut du courage, hein. Ouais, après, voilà, faut un début à tout, hein. C'est vrai que, nous, pareil, hein, de mon côté. En tout cas, toi, t'as toujours eu le bon matos pour commencer avec les annales, parce que tu t'avais déjà ton matos de Realm of Kawa. Realm of Kawa, c'est ton podcast métal, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, d'ailleurs, on a une super émission, on est tous les deux, où tu nous parles de l'année 96. De l'année 96, ouais, c'était vraiment cool. Donc oui, toi, c'est vrai que t'es arrivé avec ton matos, et t'avais déjà ton son, hein, ça, c'était acté. Tandis que moi, je suis arrivé, pareil, avec un vieux micro-casque de gaming que j'avais pour jouer avec les potes. Et voilà, du coup, c'est vrai que c'était un petit peu cracra pour le départ, mais bon, au final, j'ai investi un petit peu et je suis ressorti avec un petit micro qui me plaît bien. Bah, peut-être qu'on va y revenir d'ailleurs sur une question, on parlera peut-être plus en détail de l'investissement, de ce genre de choses. Je me souviens plus trop si ça en parle, mais il me semblait avoir vu une question un peu de ce style. Ouais. Et puis du coup, je te propose de démarrer. Et allez, c'est parti. Donc première question des livres de Merlin, qui est une page aussi dédiée j'allais dire fantastique fantasy, à l'imaginaire, plus globalement. Et qui nous demande comment nous est venue l'idée de faire un podcast et surtout, pourquoi près d'un feu de camp. C'est une très bonne question, hein. Bah, on parlait de Realm of Kawa juste avant, et c'est marrant parce que c'était il y a presque 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Je t'avais invité donc dans mon émission. T'étais la première pendant le confinement, ouais. T'étais ma première émission spéciale. Et je t'avais dit, bah tiens, j'ai pas grand chose à faire. Ça te dit, on met le micro, puis on parle de trucs qui nous plaisent. Donc nous, on a tendance à parler naturellement de musique, de films, de bouquins, enfin voilà, que des trucs dans lesquels on passe le plus clair de notre temps, hein, finalement. Donc ouais, clairement, ouais. C'était très sympa, et puis on a eu plus ou moins la même idée. On s'est recontacté quelques jours plus tard et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on fait pas un podcast sur les bouquins. Tu vois, je pense que c'est parti de là déjà. Oui, clairement, il y a pas fallu plus, hein, en vérité. Il faut préciser aussi qu'on se connaît déjà depuis un bout de temps, tous les deux, qu'on avait déjà eu des projets ensemble.
et qu'on avait commencé en tant que chroniqueur sur un webzine qui s'appelait Metal Land, qui était spécialisé dans la musique métal. Donc du coup, après, on est parti faire notre aventure. On a monté un autre site qui s'appelait Acheron Webzine, et du coup, après, on a arrêté après un moment, et on s'est retrouvés quelques années après pour monter ce projet, quoi. On a toujours eu contact, en fait, c'est ça qui est cool. Ouais, bah d'ailleurs... Et t'es toujours partant pour faire des trucs. Ah bah toujours, oui. Surtout quand c'est pour parler autour de choses qui nous plaisent, c'est pas très difficile. Enfin, d'ailleurs, on peut même signaler que la personne qui nous fait les habillages, et puis la charte graphique, etc., c'est Tankor, qui lui aussi vient de Metaland et qui était sur Acheron aussi. C'est lui qui gérait, entre autres, toute la partie visuelle, la gestion du site, enfin... Donc en fait, on a toujours fait nos projets plus ou moins à 3, quoi. Exactement, même si maintenant c'est devenu un peu un homme de l'ombre, il est toujours là, et ça me fait super plaisir aussi, parce que j'y tiens à Tank, c'est vrai que tous les trois, on a toujours fait des trucs pour essayer de faire avancer les choses, et de donner nos avis surtout. Et c'est pas un gros spoil, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est possible qu'il fasse une émission avec nous. Et ce qu'il y a de marrant, justement, on parle d'Acheron Webzine, parce que c'est là où on a pris un peu de notre autonomie et qu'on a commencé à vraiment faire des projets perso, parce que Metal Land, nous, on n'était pas du tout à la base du projet, on s'y est greffé au fur et à mesure. C'est ça. Et Acheron, on l'a fondé autour d'un feu de camp, justement. Oui, c'est vrai. Exactement, ouais, quand on avait été chez Tank. Et tu vois, inconsciemment, c'est resté. Et après, surtout, pourquoi près d'un feu de camp, demande les livres de Merlin. Ça, c'est la légende, hein. C'est la légende. On en parle maintenant ou on attend un peu? On va attendre un tout petit peu, mais voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait fait, avec Acheron, hein. De toute façon, le feu de camp, les lynx, les mondes d'après, tout ça, enfin voilà quoi. Les chronicules, les... Ah oui, c'est vrai, les chronicules, ouais, c'est vrai. Les chronicules, voilà. Donc j'espère qu'on a essayé de bien répondre à cette question. Donc en gros, l'idée de faire ce podcast, c'est venu suite à un autre podcast, pour parler simplement. On vient ensuite à la question de Rico Fatal, l'homme qui se trouve sur tous les podcasts et vidéos YouTube de l'internet. C'est ça, Métal. C'est ça, Métal, parce qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait tous les deux croisé à des endroits différents. C'est ça, ouais, exactement. Et ouais, c'est assez marrant. On le salue d'ailleurs. Hein. Au passage. Lui commence par nous saluer, donc... Salut à vous, adeptes du feu de camp. Donc tout le monde a bien... a bien retenu le gimmick du feu de camp, c'est bien. Déjà, on a le concept, c'est une bonne chose. Parfait. Ça tient, c'est bien. Si on veut revenir sur le feu de camp, une des idées du feu de camp, c'est d'avoir une sorte de marque quand même. Enfin, qu'on sache les annales d'Opale, c'est le feu de camp. Voilà, ça donne une ambiance, quoi. C'est ça. Encore bravo pour ce podcast. Merci à toi. Merci beaucoup, ouais. Question avec ces changements de formule. Allez-vous orienter le podcast vers une version plus généraliste des mondes du fantastique ou garder le prisme de l'œuvre littéraire comme priorité et vous autoriser des hors-sujets, JV, films, séries? Donc ça, c'est la première question. On répond à la première déjà, peut-être? Allez-y. Ouais, c'est parti. Allez-y. Je vous en prie, mon bon cook. Allez-y. Je suis très aimable de votre part. Si on se met à faire des ronds de jambes, on n'a pas terminé. Ah ouais, déjà qu'on parle trop... alors les changements de formule, c'est vrai qu'ils sont assez récents, donc j'imagine qu'il n'a pas encore vu l'émission spéciale sur les jeux vidéo. Peut-être qu'il l'a vu. L'idée, c'est de parler de choses plus globales, donc c'est-à-dire parler des mondes de l'imaginaire et plus simplement de littérature de l'imaginaire. Mais de toute façon, la littérature prendra une part importante puisque c'est certainement l'objet culturel qu'on consomme le plus, à part la musique. Je sais pas trop pour toi. Oui, concrètement, là, on a le même avis là-dessus. Donc forcément, il y aura beaucoup de bouquins. Après, c'est sûr qu'on regarde aussi des films, des séries. On joue beaucoup moins, mais je sais que toi, tu joues encore un peu, par exemple. Puis moi, j'ai encore des bons restes, donc il y aurait des sujets qui pourraient être intéressants. Donc voilà, l'idée, c'était de pas s'enfermer dans la littérature, sachant que les frontières entre les médiums ont tendance à de plus en plus s'effacer. Donc on trouvait ça dommage de se cantonner à un seul médium, tout en sachant que l'intérêt aussi des bouquins ou des films, par exemple, c'est qu'ils permettent quand même
une approche interprétative des choses assez poussée, là où le jeu vidéo et la série, à mon sens, sont moins riches de ce point de vue-là. Et là, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'on peut toujours trouver des exceptions, des séries avec des concepts et des idées assez poussées, pareil pour le jeu vidéo. Mais je trouve que globalement, les films et les livres permettent de véhiculer des messages plus facilement, on va dire, ou de manière plus profonde. Mais ça, c'est un point de vue, hein. Je pense que d'autres pourront en avoir justement un autre. Mais donc voilà, l'idée, c'était quand même de pouvoir de pas se limiter, en fait, tout simplement. Ouais. Et après, pour rajouter quelque chose, moi, c'est surtout au niveau de l'analyse. C'est vrai que j'ai pris l'habitude d'analyser des bouquins. J'ai l'impression, en tout cas, d'avoir plus de facilité à analyser des mots dans un bouquin que, par exemple, que des images dans un film. Là, j'essaye. Vraiment, maintenant, c'est vrai que quand je regarde des trucs, j'essaye de m'attarder sur des détails de la façon dont c'est filmé, par exemple, dans ce que veut essayer de nous dire la mise en scène ou les machins comme ça, mais j'ai beaucoup plus de mal, personnellement, en tout cas, à cet exercice. Donc c'est vrai que, personnellement, j'ai toujours tendance à en revenir au bouquin, parce que je pense que c'est la facilité aussi. Mais oui, c'est vrai que ce serait bête de s'enfermer uniquement là-dedans. Essayer peut-être, parce que là c'est vrai qu'on a fait un top 10 pour la première fois, je pense que c'était aussi quelque part un petit peu la facilité pour arriver à essayer de sortir un petit peu du prisme de la littérature, mais ce serait bien qu'on essaye de se balancer un petit peu sur autre chose, genre une analyse, comme on fait pour les bouquins, mais avec soit une série, soit un jeu vidéo, ou quoi que ce soit. Ouais. Je sais quoi, mais pour moi ça sera pas facile perso. Ouais, je suis assez d'accord, parce que moi j'avais pensé par exemple faire un épisode sur BioShock, qui est un jeu que j'aime pas en fait. Le 1 je l'ai fini, donc je parle juste de celui-là. C'est pas un jeu que j'aime, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des concepts intéressants et même en n'appréciant pas spécialement y jouer, t'as quand même beaucoup de choses à en retirer ou de réflexions à avoir, que ce soit sur le jeu vidéo ou plus globalement sur des questions de société, ce genre de choses. Et ça, tu vois, ça pourrait être un jeu, je pense, qui pourrait nous faire un bon épisode, par exemple. Ouais, parce qu'il y a matière aussi, il faut dire. Mais c'est beaucoup plus rare, alors que vous me filez n'importe quel bouquin, tu peux pratiquement tout de suite rentrer dans l'analyse. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est encore une fois, comme tu dis, c'est peut-être nos sensibilités et nos habitudes qui font que, pour nous, c'est plus facile. Exactement, ouais. On passe à la deuxième question. Alors, deuxièmement, quid de Stephen Wool? Alors, c'est Wool ou Wool, je sais jamais. Alors, j'en ai aucune idée, je connaissais pas du tout cet auteur avant. Bah écoute, je crois qu'il cite des titres de l'auteur que moi j'ai déjà vu passer. J'ai jamais lu non plus, mais je vois qui c'est. D'accord, ouais. C'est entre autres l'auteur de L'Orphelin de Perdide, je pense. OMS en série, nous. Voilà, auteur français de SF. Est-ce un sujet prévu un jour? Étant donné qu'on le connaît pas, la réponse est oui, c'est un sujet prévu un jour, mais un jour lointain. Ou peut-être pas. Mais c'est intéressant, c'est une suggestion, pourquoi pas s'intéresser à cet auteur-là. Moi je sais que j'ai déjà lu des quatrièmes de couverture, des chroniques à son sujet, et ça m'a jamais donné spécialement envie d'ouvrir un livre. Non pas que ça m'ait non plus repoussé, tu vois, mais j'ai toujours eu une alternative qui m'a dit tiens, prends plutôt ça a l'air plus dans tes goûts. Mais pourquoi pas, c'est vrai que c'est un nom assez important, enfin qui revient souvent dans la SF française, donc ce serait intéressant. Mais du coup on peut pas t'en dire grand chose puisqu'on n'en a jamais lu. Voilà, exactement. Rien à rajouter. Sinon, comme avec les autres podcasts que j'écoute, une parution par semaine serait le top. Si seulement. Si, ouais, exactement. Moi, je suis pas contre, vraiment. Mais là, oui, c'est vrai que pour le coup, déjà, un épisode, ça prend quand même un petit peu de temps, enfin, dans notre emploi du temps respectif. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en tout cas, une fois toutes les 2 semaines, ça nous laisse le temps, vraiment de bosser le sujet et tout, étant donné qu'on rentre quand même dans des analyses assez poussées. Enfin, à mon sens, en tout cas. Là, une semaine, c'est vrai qu'un épisode par semaine, déjà, moi, techniquement, ce serait pas possible avec la vie de famille, tout ça. Mais oui, vraiment, j'aurais aimé pouvoir dire oui à ça. Mais non. Ah ouais, c'est un peu pareil, ce serait mon boulot à plein temps, t'en aurais un par jour, de 1 heure chacun, évidemment.
Mais t'avances pas trop. Mais non, concrètement, on peut pas se le permettre. Moi, je sais que déjà deux par mois, ça peut être compliqué. Faut que je m'organise, disons. Mais c'est faisable et c'est plutôt pas mal d'avoir de la régularité comme ça. Mais clairement, ouais, un par semaine. Je pense qu'on arriverait à faire ça un mois, par exemple, et après, on serait cramé. Enfin, on n'aurait plus de sujet, on n'aurait plus le temps de préparer autre chose. Ouais, et puis j'aurais peur de la perte de qualité. Ouais, clairement, oui, ça c'est sûr. La perte de qualité. Ouais, je passerai pas le même temps sur les montages, par exemple. Ça c'est clair. Alors ouais. C'est pas des gros montages que je fais, mais faut au moins compter le double d'un enregistrement minimum en termes de temps, quoi. Ben voilà, je crois que c'était toutes ces questions. Là, tu rajoutes un peu. Voilà, ouais. Non, c'est bon. J'allais passer aux questions suivantes qui nous viennent de Arthur Froment. Et là, j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur cette personne parce que toi, tu le connais pas, parce qu'on va dire aux auditeurs que tout ce qui est réseaux sociaux, généralement, c'est moi qui suis derrière. À part sur Facebook où des fois, tu mets ton grain de sel dessus parce que t'as Facebook aussi. Mais pour ce qui est de Twitter et de Instagram et de YouTube, c'est moi qui suis dessus. Et ça, c'est une personne qui nous suit et qui nous supporte surtout depuis le début, on va dire, qui nous recommande toujours, qui a fait énormément pour nous et qui est d'une gentillesse absolument extrême. Et que j'apprends à connaître au fur et à mesure qu'on communique, parce que c'est vrai que ça se limite pas à simplement des tweets, des fois on échange un petit peu et tout, voilà. Donc déjà, je tiens Arthur, si c'est ton vrai prénom, je sais pas, en tout cas, voilà. Ah non, son prénom c'est Froment. Merci. Ouais, voilà, enfin, je sais pas si c'est un pseudo ou pas, mais voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu fais, et de nous supporter comme ça. Je sais que ça doit pas être facile des fois avec toutes les conneries qu'on raconte, mais voilà. Et en plus de ça, il a des questions intéressantes. Eh oui. Donc, première question, on va faire une par une. Comment percevez-vous l'évolution du podcast depuis le début ? Ça, c'est une excellente question. Eh ben, je vais commencer. Donc moi, je trouve que ça évolue plutôt bien. Voilà, merci beaucoup, c'était super. Quelle question. Et quelle réponse. Non, voilà, moi je trouve que déjà c'est plus fluide, que nos échanges deviennent de mieux en mieux, parce que toi t'avais déjà une expérience là-dedans, moi c'est vrai que je suis arrivé, j'étais un noob total, donc voilà, on trouve notre rythme. Ça c'est bien, et puis on en revient à la question d'avant sur les une fois par semaine. Tu vois, là je pense que ça serait une cassure de rythme totale. Là, au niveau du rythme, on se retrouve tous les 2 dimanches, c'est cool. Donc ouais, ça devient fluide, et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que on multiplie les chroniques à 4 mains. Ouais. Et ça, c'est vrai que depuis le début, où on avait tendance à faire une chronique chacun sur un épisode, et voilà, moi je trouve que ça, au niveau de la chronique en tout cas, ça évolue pas mal. Donc je sais pas si c'est volontaire ou pas, si on se dirige vraiment volontairement là-dessus, parce qu'on se sent peut-être plus à l'aise en échangeant là-dessus, je sais pas du tout, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup ce format. Donc après, on a supprimé des choses, on en a rajouté d'autres, et je crois que ça se rapproche plus ou moins de ce qu'on veut au fur et à mesure qu'on fait des épisodes, parce qu'il y a des trucs qui nous convenaient pas. Avant de commencer, par exemple, on faisait un petit débrief, on se disait putain là, voilà, je viens de trouver ça au dernier moment, ou alors putain j'ai rien trouvé et tout ça, notamment pour les news et les machins comme ça. Donc je crois qu'au fur et à mesure on se débarrasse surtout des trucs qui nous incommodent pour se concentrer sur l'essentiel, et pour arriver petit à petit peut-être à la version définitive des annales d'Opale, même si de toute façon toi comme moi on aime bien le changement, donc il y aura toujours des trucs qui vont se greffer et d'autres qui risquent de partir, mais voilà, pour ce qui est de l'approche globale de l'émission, je pense qu'on est en train de trouver notre rythme, et voilà, que je trouve donc du coup que ça évolue plutôt pas mal. Ouais, je fais à peu près la même analyse. De toute façon, on se parle pas mal au niveau de l'émission, ce que chacun aimerait mettre ou enlever, et en général on tombe à peu près d'accord en fait, donc il n'y a pas tellement de soucis à ce niveau-là. Quand là on sera plus d'accord, faudra se poser des questions. Mais ouais, c'est clair. Mais jusqu'ici on a la même vision de ce que ça doit être. Enfin, en gros, pour nous c'est l'occasion de parler toutes les 2 semaines de trucs qui nous plaisent, de se retrouver, parce qu'on habite pas du tout dans les mêmes coins, donc on se voit assez peu. Et donc ça doit à la fois être un plaisir, et en même temps on a envie de vous donner quelque chose qui
voilà, que vous ayez envie d'écouter. C'est-à-dire si c'est juste pour se parler entre nous, on n'a pas besoin de l'enregistrer finalement. Donc on essaye d'être dans cet équilibre. Et par exemple le truc des news et des parutions, c'est que ni toi ni moi ne sommes à fond en fait tout le temps à regarder ce qui sort, ce qui se fait, même si on le fait un petit peu forcément puisqu'on est intéressé par ces univers-là, mais on n'est pas des journalistes qui allons sortir de la brève et de l'actu tous les jours, toutes les semaines. Donc je pense que c'était pas pertinent avec notre format et avec même comment nous on fait les choses tout simplement. Ouais, en fait, voilà, je crois que t'as synthétisé quelque chose. En fait, c'est que voilà, toi comme moi, on n'est pas des journalistes. Je crois que ça revient dans une question un peu plus tard, et j'avais eu exactement le même raisonnement, c'est-à-dire que on a beaucoup de passion. C'est-à-dire qu'on s'intéresse pas seulement non plus à la littérature. Comme tu le disais tout à l'heure, on écoute beaucoup de musique, on est même des gros consommateurs de musique, je crois. On lit, on fait des jeux vidéo, enfin on joue à des jeux vidéo, donc c'est vrai que on va chercher beaucoup d'informations de partout et dans des sujets différents. Et moi, c'est vrai que je m'intéresse pas spécialement à ce qui va sortir le mois prochain en bouquin. Je préfère tomber spontanément dessus quand je vais aller faire un tour ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'aller chercher ces informations spécifiques pour le podcast, ça me plaisait pas. Concrètement, pour moi, c'était plus une contrainte qu'autre chose. Donc je préfère laisser les gens qui s'intéressent beaucoup à ça, et Dieu sait qu'il y en a, parce que des podcasts qui parlent de news par rapport à la littérature et tout ça, il y en a. Donc je préfère leur laisser le soin de le faire, parce que je pense que s'ils le font, c'est qu'ils aiment bien ça, plutôt que nous de nous forcer à le faire alors que ça nous plaît pas. Exactement. Et puis, pour rajouter un truc en plus de ça, je pense que justement l'ambiance du podcast qui est plutôt basée sur l'échange, et sur un sujet bien précis en tout cas, ça collait pas vraiment, parce que c'est vrai que les retours que j'ai du podcast, c'est vraiment que l'ambiance générale du truc, elle est assez chill, elle est assez posée, limite à écouter. Il y a beaucoup de gens qui conseillent aux autres personnes d'écouter notre podcast le soir, posé, tout ça, et j'ai l'impression que voilà, ce truc un petit peu informatif entre gros guillemets, colle vraiment pas à l'ambiance. Ouais, on est bien d'accord. Vous voyez ce que je vous disais Ce que je disais. Ça nous arrive. Ça nous arrive surtout, sauf en nos goûts en matière de littérature et de musique. Tu vois, là-dessus, on s'écharpe toujours, mais pour le reste, on est d'accord. surtout en musique, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, on se rejoint sur 2-3 trucs, quand même. Ouais, quand même, hein, il faut bien. Je cède de temps en temps. Il faut, ouais. C'est important, savoir la concession dans le couple, c'est super important. C'est vrai. Hein, donc, si on veut avoir de la longévité, c'est comme ça qu'il faut. Dernière question, c'est: prévoyez-vous d'autres invités à venir et d'initiatives comme le live Twitch ou IRL quand c'est possible? On n'a pas fait sa question juste avant, mais on peut commencer par celle-là. Ouais, ah oui, c'est vrai, en effet. Autant pour moi. Donc, oui, on va répondre à celle-là. Donc, oui, des invités, il va y en avoir. D'ailleurs, il y en a un qui se prépare là, et ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est en rapport à la musique. Voilà, donc ça sera pour le coup autre chose que de la littérature. Et concernant les lives, alors oui, pourquoi pas. Moi, en tout cas, vraiment. Donc après, il faut juste qu'on soit d'accord tous les deux, hein, c'est toujours pareil. Et qu'on ait quelque chose d'assez intéressant pour les gens. Donc voilà, après pourquoi pas commencer par une collab ou quoi que ce soit. Mais sur le principe, je suis chaud, mais voilà, c'est toujours pareil. Moi, je suis chaud. Toi, je connais pas ton avis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des questions avant de commencer. Mais oui, moi, l'idée des lives me dérange absolument pas, en tout cas. Moi, j'ai twitché un petit peu il y a 5-6 ans. Donc sur le principe, je vois un peu comment ça marche. Si on se donne un rendez-vous de temps en temps, c'est-à-dire que ce sera pas pour ma part en tout cas, du streaming toutes les semaines, tous les lundis soirs, tu vois, de 20h à 22h, ça sera... Ouais, voilà, faut que ça reste la petite sucrerie, quoi. Mais pourquoi pas, par exemple, une fois par mois, faire un événement, comme tu dis, avec un programme particulier, enfin, quelque chose à montrer, ou une vraie discussion, que ce soit avec quelqu'un, ou pourquoi pas faire du jeu vidéo, par exemple, hein, on se lance moi, je faisais pas mal de point and click, par exemple, c'était assez cool, parce que ça te laisse le temps de parler avec les gens, puis à deux, ça peut être pas mal, parce qu'on peut s'aider.
Exactement. Enfin voilà, tu vois, c'est des idées, mais ouais, de trouver une raison d'aller sur Twitch en fait. Si on doit le faire, et faudrait voir d'un point de vue technique ce qu'on peut faire, mais sur le principe, ouais, ça pourrait être cool. C'est une bonne suggestion. Ouais, exactement. Ouais, j'ai trouvé cette question vraiment cool. Donc oui, c'est pas impossible. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut trouver comment amener ça et surtout de quoi parler. Parce que bon, c'est vrai qu'il faut essayer d'intéresser le maximum de personnes. Ce qu'il y a, c'est que Twitch, c'est intéressant s'il y a des gens dans le chat qui échangent avec nous. Donc si on allume un Twitch et qu'on est 5 dessus et qu'il y a une personne qui nous pose des questions, c'est forcément pas très intéressant. Exactement. Et du point de vue IRL, donc effectivement, quand ce sera possible déjà, donc ça, c'est pas avant un an, je pense encore. Ouais. Et comme nous, on n'est pas du tout au même endroit, de toute façon, ça va être difficile de faire des rencontres régulières. Après, est-ce que on n'organisera pas comment ils appellent ça là, les universités d'été des Annales d'Opale? Pourquoi pas? Les universités d'été, ouais. Pourquoi pas, mais là, encore une fois, on n'en a jamais parlé. Faudrait voir sous quelle forme ce serait envisageable. Mais de toute façon, ce serait quelque chose de très ponctuel, étant donné la distance géographique qui nous sépare. Ouais. Après, si tu veux parler plus de nous rencontrer, que ce soit tous les deux ou indépendamment, suivant ta localisation pour discuter ou quoi, ça pourra certainement se faire un jour, mais ça dépend. C'est toujours pareil, quoi. Ce serait très ponctuel et ça dépend qui nous demande pourquoi. Voilà, quoi. Ça me paraît très compliqué de répondre à cette question, en fait. ouais, bah ça, voilà, ça sera. Je pense que ça sera quelque chose de très spontané aussi, si ça se Exactement, fait. Ouais, ça doit être spontané. Mais après, oui, pourquoi pas. Si d'ici un an, je sais pas, on est 500 ou 700. On a 700 auditeurs et on se dit bah tiens vas-y on fait un gros week-end les Annales d'Opale, on trouve une thématique. On n'y est pas encore. On trouve une thématique et puis un endroit et c'est cool. Tu vois, on fait un GN par exemple, pourquoi pas, tu vois. Mais... ok. Oui, il reste une question, pardon, autant pour moi. Donc, quels sont vos romans de chevet qui ne vous quittent jamais en termes d'immersion et d'inspiration? Tu veux commencer? Ouais, si tu veux. Moi c'est simple, j'en ai au moins chroniqué un si je me souviens bien, voire deux. Il y a Les Tombeaux d'Atuan de Ursula Le Guin, qui est je trouve vraiment incroyable au niveau de l'ambiance. Si vous voulez en savoir plus, il y a une chronique, donc je vais pas m'étendre. Miogré aussi pas mal. Alors elle c'est surtout ces romans qui se passent dans le monde réel mais qui ont toujours un côté assez onirique, que ce soit du coup Chien du Haume et Mordre le Bouclier qui est sa suite, ou l'inverse, je sais jamais. Je crois que si c'est ça, Chien du Haume, Mordre le Bouclier. Et surtout Mordred, qui parle du personnage Mordred du cycle arthurien, qui est un bouquin qui est incroyable. Faudra que j'en fasse une chronique un jour, peut-être une chrono critique peut-être. Ça c'est clair que c'est des bouquins que j'ai souvent, qui me viennent souvent comme ça à l'esprit quand je pense à rien ou que je rêvasse un peu. C'est des environnements qui reviennent assez vite. J'écris un petit peu de la nouvelle et ça m'inspire pas mal pour certaines choses, parce que ces deux auteurs, pour Ursula Le Guin c'est surtout vrai dans Les Tombeaux d'Atuan, parce qu'elle a quand même des registres qui peuvent être assez différents. Ces deux auteurs qui nous amènent en fait dans des environnements qui peuvent être très oppressants, très sombres, mais en même temps elles arrivent toujours à apporter quelque chose, une lueur d'espoir en fait, qui fait que ça te donne une espèce de goût amer, sucré amer, tu vois, que j'aime bien, quoi, un truc, tu sais pas si t'y es bien ou si t'y es pas bien. Là, t'es un peu tiraillé entre les deux, ouais, quoi. C'est ça, tiraillé entre différentes émotions. Et voilà, c'est quelque chose que je retrouve dans très peu de romans. Si je devrais en citer un troisième, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. C'est pas facile, hein. De chevet, toi qui sais, hein. C'est-à-dire que je les relis souvent, peut-être. Lesquels je relis souvent, la Compagnie Noire, tout simplement. Ouais. Alors peut-être pas tous les livres de la Compagnie Noire, parce que le niveau est pas égal sur toute la série, mais ouais, la Compagnie Noire, un peu pour les mêmes raisons. Le premier, c'est sûr. putain,
Peut-être, ouais, je sais pas, mais celui-là, tu vois, tu parlais de trucs qui... Celui-là, je sais pas s'il faut que je sois content ou pas de replonger là-dedans à chaque fois, mais en tout cas, ça me fait quelque chose. Hein. Ah, moi j'adore le relire. Je relis assez régulièrement la série. Peut-être encore plus que les deux autres, parce que c'est vraiment le bouquin qui m'a fait plonger dans la fantasy et que j'ai peut-être le plus lu et relu. Pour moi, c'est dans ma chair, quoi. Donc je vis, je respire Compagnie Noire. Donc, D'ailleurs, hein. Ouais, tu vois, mon projet le plus abouti en musique était un groupe de Death Old School sur la Compagnie Noire. Ah, excellent ça. Si jamais vous êtes batteur, je cherche quelqu'un. Envoyez vos CV. C'est ça. Alors pour ma part, déjà on en a en commun et c'est ce qui fait que les Annales d'Opale s'appellent les Annales d'Opale, hein, et qu'on est autour de ce feu de camp, c'est la Compagnie Noire, ouais. Le premier vraiment est monstrueux. Après c'est pareil que toi, j'en ai chroniqué un de bouquin qui me quitte pas, c'est L'Enchanteur, de Barjavel. Et après c'est un peu compliqué parce que je suis pas trop du genre à trop m'attacher à une seule chose. En fait, c'est même bien au contraire. À chaque fois que je trouve quelque chose, je dis putain, c'est encore mieux que tout ce que j'ai lu. Tu sais, puis que je vais refermer, je vais lire un autre bouquin. Putain, mais c'était trop bien, c'est vraiment mieux que tout ce que j'ai lu, ça. Et ainsi de suite, c'est infini chez moi. Gagner la guerre aussi, c'est pareil. Ça, c'est un bouquin de chevet. Et donc, pour le troisième, le Barjavel. Et après, sinon, en termes d'immersion et tout ça, moi, je dirais que c'est tout ce qui touche à des trucs assez sombres. En fait, moi ça a le don de me toucher et de me foutre les jetons. Après voilà, du genre post-apo, hein, tu sais, quand tout espoir est perdu et que l'humanité a plus rien à part la violence et tout ça, moi c'est des trucs qui sont... et je m'identifie tellement au truc que ça en arrive à me filer des vrais sentiments d'angoisse et de claustrophobie. D'ailleurs, voilà, pour citer un truc qui est pas vraiment un bouquin, c'est plus un manga, un de mes trucs de chevet, c'est Akira, parce que voilà, concrètement, à chaque fois que je mets le nez dedans, c'est pareil, ça me fout une angoisse, une boule dans le bide. Et voilà, ça c'est aussi un de mes bouquins de chevet, un de mes mangas de chevet, on va dire. Et voilà, je dirais que le post-apo, moi, en termes d'immersion, c'est ce qui se fait de mieux pour moi. T'aimes bien te faire mal. Ouais. Exactement. Et on va passer aux questions suivantes alors. Le grid goblin. Je le prononce goblin, hein, le grid ou gobelin. Je sais pas, c'est moitié anglais, moitié français. C'est comme tu veux, ça. Ouais. Tu sais, à chaque fois que j'entends des facs et que les gars savent pas dire les pseudos, je me dis, c'est facile, ça se dit comme ça. En fait, non. Voilà. Alors, du coup, comment est né le podcast ? Alors, on en a un petit peu parlé. Du coup, ça vient d'un autre podcast. Voilà, ouais. C'est vrai que c'est la seule question qui se recroise vraiment avec les autres. Hein. Et tu parlais du titre, les Annales d'Opale. En fait, la première émission, on l'a lancée sans savoir quel serait le titre du podcast. Et en cherchant rapidement, avant de vraiment lancer le truc, on s'est dit, tiens, un truc qu'on aime bien tous les deux, la Compagnie Noire. Les Annales, c'est pas mal, parce que du coup, il y a l'aspect ancien et tout, c'est-à-dire que c'est nos archives, etc. Et il y a la bataille d'Opale dans la Compagnie Noire, et j'ai dit tiens, vas-y, les Annales d'Opale, comme ça c'est les archives de la ville qui a été rasée, ou je sais plus quoi, enfin bon. Voilà, tout simplement, ouais. Ça donne... Et c'est sur cette première émission aussi où t'as repris ton pseudo de Cook, parce que c'est vrai que quand tu animais au début Rim of Kawa, je sais plus, non, je crois que c'est plus trop le cas, hein. Mais t'avais pris le pseudo de Bichon. Hein. Parce que c'est le surnom qu'utilise Max pour m'appeler, en fait. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on avant de commencer l'émission, je t'ai dit, mais du coup ton pseudo c'était quoi Même moi d'ailleurs j'avais changé de pseudo parce qu'à la base quand on s'est connus c'était pas ça du tout, et j'ai abandonné un pseudo qui me suivait depuis super longtemps pour Ethno du coup, et ça on en reviendra après. Et donc Cook, encore une fois. Glenn voilà. Cook, hein. Glenn Cook, la Compagnie Noire, merci, on adore cet auteur. Vous pouvez me croiser sous le pseudonyme de Brutal Cook aussi sur internet, quand Cook est déjà pris. Brutal Cook. Alors la question suivante, c'est quoi les Annales d'Opale ? Le titre, d'où vient-il ? C'est répondu. D'où viennent vos pseudos ? Même si perso je pense savoir déjà, donc pour le mien c'est facile. Et pour toi, d'où ça vient ? Et pour le mien, c'est une référence aux zinzins de l'espace.
Donc pour ceux qui habitent dans une grotte et qui connaissent pas les zinzins de l'espace, c'est une série animée c'est un dessin animé de Marc Dupont-Avis. C'est le mec qui a fait Oggy et les cafards. Moi ça me plie en 5 à chaque fois que en 4 à chaque fois que ou même en 3 ou en 2, enfin bon, ça me plie littéralement à chaque fois que je regarde ces dessins animés. Et en fait, les zinzins de l'espace, c'est l'histoire de 5 extraterrestres qui s'échouent sur la planète Terre, et bon, ils ont tous des caractères assez différents, et Ethno, c'est l'intello, ça fait déjà pas prétentieux. C'est l'intello du groupe, mais c'est surtout qu'il a un putain d'accent anglais, moi qui m'éclate à chaque fois, donc voilà, je me suis dit tiens, j'adore cette série, j'adore ce personnage, du coup Ethno ça passe plutôt pas mal, et je vais partir là-dessus. Ouais, c'est toujours très profond nos choix. Ouais, non, mais tu sais, en plus pour la petite anecdote, parce que ça c'est marrant, donc c'est marrant, putain, maintenant j'ai honte, mais bon. Mon ancien pseudo c'était Zoskia, tout attaché, Zoskia. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai toujours du mal à pas t'appeler comme ça. Ou Papizos. Pour moi c'est Papizos. Ou Papizos, ouais, c'est ça, putain, ça fait longtemps ça. Ouais. Et du coup, il se trouve, j'ai eu plusieurs fois des entretiens téléphoniques avec des boîtes qui devaient se trouver au Maroc ou un machin comme ça. Et le mec il me dit, mais il faisait répéter à chaque fois. Et il y en a un jour, je voyais qu'ils étaient super gênés à chaque fois. Et il y en a un jour qui prend son courage à deux mains, et qui me dit, mais monsieur, vous êtes sérieux, c'est vraiment votre adresse mail, ça, Zoskia, machin, @. Je fais, bah ouais. Le mec qui t'envoie des mails aux enfers, tu sais. Non, mais il me fait, mais vous savez que chez nous, ce mot-là, c'est une grosse insulte et tout, c'est super vulgaire, ça. Je fais, mais non, mais merde, je savais pas, moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, limite, on me raccrochait au nez, tu sais, les mecs, ils devaient penser que je me foutais de leur gueule ou que je les insultais. Et du coup, j'ai eu sans regret d'abandonner ce pseudo, parce qu'un jour, ça allait déclencher une guerre, c'est pas possible. Hein. Et voilà, je vais pas dire à l'antenne ce que ça veut dire, mais voilà, c'est super vulgaire. L'homme qui était vulgaire malgré lui, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Question suivante. Alors, vous avez des œuvres perso qui vous accompagnent depuis l'enfance ? Vas-y, je te laisse répondre. Alors moi, pas depuis l'enfance, parce que du coup, j'ai commencé à lire assez tard, en fait. Donc moi, j'étais en fin d'adolescence, vraiment, quand j'ai plongé dans la lecture. Mais alors, les bouquins, je pense que la paire de bouquins que je possède depuis le plus longtemps, j'en parlais il y a 2 minutes, c'est les Akira, où j'en avais chié pour avoir tous les tomes, parce que à l'époque je commençais à peine à travailler, c'était un peu compliqué financièrement, et j'avais mis super longtemps à les avoir, et du coup ceux-là je me suis dit je les garde, moi qui suis plutôt du genre à acheter, à revendre et à toujours avoir un turnover. Ça c'est vraiment des bouquins que je garde depuis extrêmement longtemps, et ils sont d'ailleurs ils sont dans leur jus, ils sont quand même assez bien conservés, mais il y a 2-3 pètes dessus, donc ceux-là je les garde, et voilà, pour moi c'est un peu pareil. J'ai pas tellement de nostalgie de ces trucs-là. Que j'ai relu il y a pas longtemps, il y avait le livre des étoiles qui m'avait pas mal marqué, d'Eric Lhomme, que je conseille si vous avez des gamins et que vous voulez leur faire lire un peu de fantasy. Je vous conseille le livre des étoiles qui est vraiment très cool. Il y avait la quête des Willan aussi, qui était super, et j'ai très bon souvenir de ça. D'ailleurs, je les ai encore, je les ai gardés. Et c'était marrant parce que quand je me suis mis à Harry Potter après, je trouvais Harry Potter assez fade, parce que t'étais moins dans l'aventure, sur des grandes étendues, avec des univers un peu à la Tolkien, mais édulcoré, tu vois, pour des gamins. Enfin, édulcoré, c'est pas un mot très joli pour parler de ça, mais tu vois, des univers peut-être un peu moins complexes, mais quand même qui assez fournis, et qui s'étendent sur des vieux mythes, des créatures qui t'attendent dans des jungles luxuriantes, etc. Et moi, c'était le côté école que j'aimais pas trop dans Harry Potter. Et donc du coup, tu vois, Harry Potter m'a pas tellement marqué dans mon enfance, mais la quête des Willan et le livre des étoiles, ouais, carrément. Le Seigneur des Anneaux, parce que enfin, l'œuvre de Tolkien en général, parce que mon père m'en parlait quand j'étais petit. Donc en fait, je connaissais l'histoire que ce soit Bilbo le Hobbit, un peu le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux, avant même d'avoir vu le premier film, parce que j'étais un peu jeune pour les avoir lus d'abord. Avant même de voir le Seigneur des Anneaux, je savais où ça allait, si tu veux. Donc ça m'a toujours marqué, forcément, parce que c'était l'histoire au coin du feu avant de dormir.
Et en BD, pas mal les humanoïdes associés, parce que mon père collectionnait un peu de BD. Et je me souviens de Alefto, c'est l'homme tronc. Alors je sais plus qui, je crois que c'est Bruno et Jodorowsky, si je dis pas de bêtises. C'était pas du tout de mon âge, clairement pas. D'ailleurs je lisais pas encore au moment où j'ai commencé à les feuilleter, donc je me faisais mes histoires. Il y avait le Vagabond des Limbes, ça c'était encore pire. Puis même maintenant, je crois que c'est toujours pas pour moi. Il y avait l'Incal aussi que j'avais feuilleté pas mal quand j'étais gamin. Voilà, c'est ces BD des humanoïdes associés qui m'ont pas mal marqué. Ouais, je pense que c'est les trucs principaux, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, des trucs pas de mon âge. Voilà. Il avait une dernière question, je crois. Ah non, il y en a plusieurs autres. Alors attends. Est-ce que votre rapport à l'imaginaire a changé depuis le début ? Par exemple, est-ce qu'il y a une œuvre ou un genre que vous kiffiez dans le passé, mais plus maintenant et vice versa ? Tu veux y aller ? Bon, moi à la base, oui. C'est vrai qu'il y a eu un gros changement à ce niveau-là. J'étais très science-fiction au début. Et là, je m'aperçois que maintenant, je pars beaucoup plus sur la fantasy, en grande majorité. Donc, ouais, là... alors, est-ce que c'est une période ? Je sais pas, mais ça commence à faire un petit moment maintenant que... Déjà, j'ai plus l'envie et que je trouve plus trop mon compte dans la SF. Donc, voilà, ouais, effectivement, pour moi, ça a changé. Je pourrais dire à peu près la même chose, mais en fait je lisais pas mal de SF, à part La Compagnie Noire, je lisais beaucoup de SF quand j'étais au collège. Après au lycée je me suis un peu plus remis à la fantasy, et après ouais je lisais on va dire un peu moitié-moitié, mais c'est vrai que globalement je retiens plus les livres de fantasy que de science-fiction. Je suis en train de réfléchir, La Horde du Contrevent, je sais pas si on peut trop la mettre en SF. Plus, ouais, là, on est clairement dans l'imaginaire. C'est plus de la fantaisie pour moi, mais bon. C'est dur de trancher, tu vois. Donc, extrêmement, ouais. C'est vrai que globalement, la SF m'intéresse moins. Il y a des trucs super. Hein, ça fait des meilleurs films, on va dire. C'est vrai, en plus. Mais c'est faux, parce que finalement, si je regarde les films, mes films préférés, il y a Alien quand même dans le tas, donc. C'est pas hors contexte, mais globalement... Il y a Alien, il y a Blade Runner... mais tu vois, Blade Runner, je l'ai vu une fois, c'est bon, quoi. Je suis pas très envie de le revoir. Alors que le premier Conan de 82 de Milius, je peux le mater 3 fois à la suite, je retrouve toujours aussi bien, quoi. Pareil pour Willow, là, j'ai revu il y a pas longtemps, je sais pas si tu connais, un film de Lucas. Willow, ouais. si, mais j'ai jamais vraiment accroché. Ouais. Ouais, c'est un truc que je regardais quand j'étais gamin, donc... Ouais, tu vois, même gamin, il m'est passé entre les paluches, celui-ci, vraiment pas. Ouais, vraiment excellent. Ouais. Et donc globalement, ouais, la SF me marque beaucoup moins qu'avant et m'a laissé moins de souvenirs. Et ouais, il y a ça qui a changé, mais ça fait un moment déjà, donc je saurais pas trop te dire. Si aussi, ce qui a fait que ça a beaucoup changé, c'est quand j'ai commencé à avoir un peu d'entrée d'argent régulière. Et que j'ai commencé à acheter un peu plus de bouquins, etc. Et que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une surproduction, mais qui rendait tout un peu fade finalement. Il y a beaucoup de trucs qui sortent, mais il y a beaucoup de choses assez lambda. Alors c'est toujours ça qui est difficile, c'est que quoi qu'il arrive, c'est difficile de sortir un livre. Pour un écrivain, c'est toujours un peu le parcours du combattant. Donc j'ai pas envie de dénigrer le travail non plus des gens qui font l'effort de le faire et qui arrivent au bout. Pour qui c'est certainement assez important, mais globalement j'en ai lu quand même des sacrés paquets des livres de SF ou de fantasy, et à 80% je m'en souviens pas, et à 90% je vais pas garder les livres et j'en parlerai plus, quoi. Donc il y a ce truc là qui m'a fait aussi prendre conscience que dans un souci d'hygiène mentale et pour mon porte-monnaie, parce que j'ai clairement pas un compte en banque qui peut s'étendre, on va dire. Il faut être hyper sélectif et vraiment pas céder à toute la pub qu'on fait autour des livres. Clairement, je pense qu'on peut arrêter d'écrire des livres aujourd'hui et on en aurait plus que pour une vie, en fait. Ouais. Donc voilà, si je rachète des livres ou si je me mets à lire des trucs, c'est que ça doit vraiment valoir le coup, on va dire.
Dernière question donc du Green Goblin. Est-ce que ça vous intéresserait de donner brièvement ou non votre avis sur l'actu de l'imaginaire dans le podcast ? On a déjà répondu à ça. On le faisait au début et ponctuellement on le fera, je pense, s'il y a vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Mais ce sera pas régulier, quoi. Voilà, on va laisser faire ceux qui le font déjà très bien, continuer à le faire. Donc, question suivante de Caroline, que j'ai reçue en MP, et qui nous dit vous qui êtes dans la chronique et l'analyse, que pensez-vous de ce qui se fait dans le domaine sur les réseaux ? Donc Booktube, chronique, Insta, etc. Alors moi je peux parler que de podcast, parce que Booktube et chronique Instagram, je touche pas du tout. Enfin, je peux parler des annales d'Opale, enfin je vais y arriver, des podcasts et de YouTube. Il y a eu un peu de chroniques sur YouTube. Je pense que toi aussi tu auras des trucs à dire là-dessus. Sur ce qui est podcast, de toute façon on n'est pas 150. Moi celui que j'écoute très régulièrement c'est le podcast c'est plus que de la SF, sponsorisé par Actu SF. Qui est, oui, gros truc, hein. Ouais. Le plus gros d'ailleurs, hein, je pense. Hein. Le mieux calibré, on va dire, enfin celui qui s'étale le moins, mais qui en même temps est le plus synthétique, enfin le plus pro, je dirais tout simplement, qui est vraiment cool et qui parle de sujets assez variés, de films, de livres, principalement, mais il y a eu de la musique, il y a eu les Pink Floyd par exemple. C'est toujours très bien renseigné, des sujets bien préparés. Parfois, je le trouve... J'essaye de retrouver le nom de l'animateur et enfin celui qui fait le podcast et j'arrive pas à le retrouver. Et parfois peut-être un peu trop élogieux sur certains trucs, je trouve, mais ça c'est une question de goût. Et très souvent c'est des œuvres qui sont quand même assez unanimement reconnues, donc voilà, je vais pas non plus faire le mec qui sait mieux que tout le monde, mais parfois ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec les adjectifs qu'on utilise pour décrire certaines œuvres, que je trouve pas forcément soit pertinents, soit bien... Enfin, ils correspondent pas forcément à ce que moi je pense de ces œuvres, mais globalement, ouais, c'est toujours très informatif, et puis voilà, il y a toujours quelque chose à en retirer, quoi, donc moi je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Et sinon, il y avait le podcast d'Elbakin.net, quand même là, si vous cherchez de l'actu, je vous conseille de vous tourner vers Elbakin, que j'écoutais beaucoup au début, qui m'a assez vite lassé pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'ils avaient un son dégueulasse. Aujourd'hui, je sais pas trop où ça en est, mais les émissions sont très longues et ça me manque. Il y a beaucoup d'intervenants, donc c'est pour ça aussi qu'elles sont longues. Je me souviens notamment d'un épisode sur Conan où vous avez invité le spécialiste français de Conan. Ouais. C'était vraiment très très cool. Et là, ça m'avait beaucoup plu. Mais il y a eu aussi beaucoup d'émissions qui m'intéressent pas, qui s'éparpillent. Et du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. Peut-être qu'il faudrait que je revienne ponctuellement et écouter les trucs qui m'intéressent. Voilà, c'était. Donc voilà, si ça vous plaît, si vous voulez vraiment de la chronique. Et de l'analyse par des gens qui sont dans le milieu et qui ont quand même des choses à dire, c'est pas mal. Même si des fois il y avait des remarques qui me faisaient tiquer, je me disais tiens, c'est marrant, ce que je me considère comme amateur, je les mettais un peu au-dessus de moi, puis ils disaient des trucs que j'aurais mis un peu sur des gens qui connaissent pas grand-chose, mais c'est normal, on peut pas être bon sur tous les sujets tout le temps, etc. Mais ça me faisait bizarre, j'étais assez jeune quand j'écoutais ça et ouais. Et du coup, je me disais, tiens, c'est bizarre, ils sont plus vieux que moi, ils sont là-dedans depuis longtemps, et là, ils disent ça, c'est un peu bizarre. Mais c'était ponctuel, hein, donc... Ben voilà. Et c'est à peu près tout ce que je connais en podcast dans notre domaine, on va dire. Et sur YouTube, il y avait alors, c'était une femme qui faisait ça, Jabberwocky, ou un truc dans le genre, qui prenait des grands courants de la fantasy, et qui essayait de vulgariser ça un petit peu, puis de donner les premières pistes de lecture pour commencer à fouiller. C'était pas mal. Là aussi, la technique était pas incroyable, elle était correcte, mais ça manquait un peu de ça, quoi. Je sais pas si elle a continué, parce que pareil, comme pendant un moment, il y a rien qui est sorti, je me suis pas renseigné. Mais ouais, si vous y connaissez rien, c'était pas mal. C'était assez intéressant. Et c'est à peu près tout ce que je consomme, ou consommer plutôt, parce que maintenant il n'y a plus que ActuSF que je suis. Et si la série de podcasts sur albakin.net,
sur ça s'appelle Procrastination sur l'écriture, que ça j'écoute, mais parce que comme je prétends un jour à publier quelque chose, autant prendre les bons conseils et essayer d'améliorer son travail, quoi. Ok, alors bon, moi c'est vrai que vu que je gère les réseaux sociaux, c'est vrai que là-dessus j'aurais peut-être à dire aussi, notamment sur Booktube. En fait c'est pour éclaircir un peu ceux qui savent pas vraiment ce que c'est de la chronique vidéo en fait, donc sur YouTube, hein. Et là bon, c'est vrai que moi j'en consomme pas, pour être très franc. Mais bon, par contre, par curiosité, je suis allé jeter un œil pour voir ce qu'il en était. Et bon, pour rappeler aux auditeurs des Annales d'Opale d'où on vient, donc comme on le disait en début d'émission, nous on est issus de la chronique, vraiment à proprement parler, hein, on est de la chronique écrite à l'ancienne. Et c'est vrai que moi personnellement ça m'a fait bizarre. Alors là je parle pour tout ce qui est Booktube et les chroniques Instagram par exemple, parce que c'est vraiment des chroniques qui sont très courtes et j'ai du mal personnellement à faire rentrer tout ce que j'aurais à dire dans quelques lignes. Vu que nous on est quand même dans l'analyse, des fois l'analyse de texte en fait, vraiment à proprement parler. Ça me fait bizarre et j'arrive pas à trouver des fois les renseignements dont j'ai besoin quand je me renseigne sur un bouquin, par exemple. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est du j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé parce que l'écriture elle est bien, parce que machin, mais on survole vraiment et en même temps c'est vraiment extrêmement compliqué de faire rentrer ce qui se dégage d'un bouquin de 300 pages dans 2 paragraphes. À moins de vraiment être quelqu'un qui sait synthétiser les choses comme il faut. Pour moi, une chronique, c'est quelque chose qui rapporte en détail quelque chose, en fait. Notamment, là, on parle de bouquins, donc voilà. Et moi qui aime rentrer dans les choses, en tout cas, je trouve que c'est vraiment survolé. Et j'ai du mal à comprendre l'engouement pour tout ça. Quand des fois je vois des commentaires, je suis convaincu et tout machin, je me dis mais en fait il manque vraiment l'essence. C'est-à-dire en lisant la 4e de couverture, des fois j'ai l'impression d'être plus renseigné sur le bouquin que j'ai envie de lire qu'en écoutant une chronique Instagram ou YouTube. Voilà, donc après je comprends que dans un format en général 20 minutes, de ce que j'ai pu en remarquer, arriver à parler de 3-4 bouquins, ça peut être compliqué. Et je conçois que ça convienne à des personnes qui cherchent des choses en rapport avec les bouquins, mais moi personnellement ça me touche pas. Donc je pense que les chroniques manquent de profondeur pour conclure. Après, tout dépend à quel point t'es rapide à convaincre ou si t'es déjà convaincu dès le départ. Je sais que toi et moi, pour nous convaincre d'aller écouter un truc ou de lire un bouquin, en fait, faudrait qu'on écoute nos propres podcasts ou les podcasts de quelqu'un d'autre qui déblatère pendant 1 heure. Moi, c'est clair que si tu me dis vas-y, lis ça va te plaire. Je veux dire, mais j'ai déjà des trucs à lire, moi. Je n'ai pas besoin de vous pour lire des trucs, en fait. Mais mais dès que quelqu'un parle un peu avec passion et quand je dis ça peut être n'importe qui du coup, mais du coup quand tu parles avec passion en général tu as envie de t'étaler, tu vois, tu veux expliquer le pourquoi du comment, tu veux essayer de rentrer dans les détails. C'est ça. Là tu vas pas faire mouche à chaque fois, c'est-à-dire tu peux te tromper aussi, tu dis tiens ça a l'air génial, puis quand tu t'y mets tu dis j'ai pas trouvé que c'était aussi bien, mais au moins tu as des pistes sur le pourquoi est-ce que d'autres peuvent le trouver tel ouvrage bien ou pas bien, et c'est vrai que moi c'est ce qui me dit tout de suite que dès que je vois des petites miniatures sur YouTube avec déjà souvent des moyens techniques qui sont vraiment pas bons quoi, j'ai pas envie quoi, j'ai pas envie de cliquer parce que je vais pas regarder parce que c'est pas beau à voir, et je vais pas si c'est 4 livres en 20 minutes, je sais très bien que je vais pas y trouver mon compte quoi. Et quand je parle du niveau technique, je demande pas la lune, hein, c'est pas la question, mais c'est vrai que déjà quand t'as pas d'éclairage sur YouTube, même très simple, tu vois que tu fais juste en lumière naturelle comme ça, un peu avec des ombres qui bavent ou je sais pas quoi, tu vois, une pixelisation un peu LED et tout.
Est-ce que du coup ça vaut pas le coup de faire que de l'audio comme on fait nous? Tu vois, moi je sais qu'on là on n'a pas le matériel pour faire de la vidéo. Si je pouvais faire de la vidéo, on réfléchirait peut-être à des concepts vidéo. Mais clairement déjà avoir un bon son, c'est pas si compliqué, mais c'est pas si évident non plus. Enfin faut investir un petit peu quoi. C'est ça. Voilà, donc moi c'est ça qui me c'est un peu comme tout quoi, la surproduction, c'est-à-dire que s'il y a 200 personnes en France qui font sur les littératures de l'imaginaire, mais que t'en as aucun qui s'est un peu cassé la binette pour faire un truc propre, vraiment voilà quoi, aux petits oignons, bah forcément ça donne pas envie quoi. Ouais, je suis chiant et exigeant, mais je pense que ça non, mais ça, on commence à le savoir. Hein. Tu vois, moi j'ai arrêté de gueuler, hein. J'ai arrêté de faire les remontrances et tout ça. Je laisse les autres profiter maintenant, tu vois. Nous on se connaît, c'est bon. Non, mais tu vois, sur des sujets comme ça, on se rejoint totalement, chiant ou pas. Et je veux dire, c'est vrai que bon, bah après. Ça peut paraître extrêmement prétentieux ou quoi que ce soit hein, de dire des choses comme ça, mais c'est vrai que nous on prépare vraiment, enfin c'est-à-dire qu'on essaye de rentrer dans les choses. C'est-à-dire que moi, une personne qui nous écoute, j'ai envie de lui dire, enfin de lui donner certaines clés ou alors un ressenti que moi j'ai pu avoir en lisant quelque chose pour l'aider à se dire, au moins ah bah tiens, je voyais pas les choses comme ça. Et c'est un truc qui est arrivé avec un de mes meilleurs potes qui avait écouté le podcast sur Asimov. Et qui m'a dit ouais putain c'est vrai que bon il y avait des choses je les voyais absolument pas comme ça mais je suis pas spécialement d'accord avec ça et après ça, en fait ça ouvre vraiment un cheminement de pensée, tu vois ce que je veux dire, c'est que en disant bon bah voilà c'est l'histoire de ça machin bah j'ai aimé parce que l'écriture et tout machin, à la rigueur tu peux dire bah non je suis pas d'accord le style d'écriture voilà, mais après sur un sujet donné, enfin sur le sous-texte en tout cas, on trouvera jamais rien dans ce genre de chronique et c'est ça qui me fait un petit peu chier parce que bah voilà, à la rigueur, si tu veux connaître l'histoire, bah tu lis le bouquin. Ouais, mais si tu veux savoir si tu vas aimer le bouquin, faut bien que quelqu'un te raconte l'histoire avant. mais non, il y a la 4ème de couverture pour ça. Tu vois, c'est voilà. Ouais, je vois l'idée. Donc bref, on va pas s'acharner. Voilà, enfin voilà, ce que je dis, ça engage que moi, hein, mais voilà, c'est mon ressenti de la chose. Question suivante alors. Quel est votre rythme de lecture si vous deviez... on va commencer par ça, parce qu'après l'autre est différente la question. Il est irrégulier. et question de Bourbon Bap. Oui, c'est vrai, j'ai Bourbon pas dit Bap. Bourbon Bap, ouais. Je sais pas comme... Bourbon Bap, voilà. Et moi, tu vois, j'avais marqué inégal en vérité. Donc vas-y, je t'en prie. Je pense que c'est comme beaucoup de personnes. Moi je peux lire 3 livres en une semaine, comme pas lire de la semaine. C'est pas... Bon, c'est rare, mais ça peut arriver, quoi. Ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de l'envie que j'ai, parce qu'il y a des fois où j'ai pas envie de lire. Ça dépend du format des choses que je lis. Forcément, lire 3 bouquins de 500 pages, c'est pas la même chose que de lire 2 BD de 50 pages. Ça c'est clair, donc il y a un équilibre quoi qui se fait. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de rythme en particulier. Je lis quand même un peu toutes les semaines. Je pense pas qu'il y ait des semaines où je lise absolument pas. Et ce qui est pour moi le plus difficile, c'est pas tellement le rythme de lecture, c'est de jongler entre notre ligne éditoriale, n'est-ce pas, et d'autres types d'ouvrages, que ce soit des ouvrages scientifiques, un peu de sociologie, enfin des choses différentes, des classiques aussi. Il y a pas mal de classiques que j'aime beaucoup, que j'aime relire, donc... Tu me piques mes réponses, toi. Et ouais, c'est fou. Mais... C'est fou, ça. Mais c'est fou. Et c'est pas concerté. Ouais. Ah non, pas du tout. Non, et les classiques, ouais, voilà, enfin, Dracula, les machins comme ça. Ah ouais, je parle même ouais, là, je parlais plutôt, tu vois, du Flaubert, du Camus, du Giono. Voilà. C'est, y a pas qu'à l'école qu'on peut en lire. Et moi, j'ai commencé à reprendre plaisir à les lire, ces auteurs-là, après le lycée, donc voilà. Et comme il a dit lui, hein, pareil. Moi je peux pareil, la même chose, donc rythme assez inégal et pour les mêmes causes que toi, c'est-à-dire que toi les bouquins de sociaux et tout ça machin, voilà, moi c'est à cause des livres de philo et des fois non mais ça va pas, je vais pas lire de bouquins pendant une semaine ou deux parce que je planche sur un truc de vulgarisation de philo ou alors carrément un bouquin de philo qui va me prendre toutes mes pensées du coup et je vais pas arriver à me plonger dans autre chose.
Et pareil pour ce qui est des classiques aussi, c'est marrant parce que c'est vrai que cette émission elle nous permet de pouvoir mettre le nez dans des classiques et ça c'est vraiment cool parce que c'est vrai que d'instinct il y a des choses où je serais pas allé et que ça soit de la littérature de la vieille littérature, des trucs peut-être un peu plus récents ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment prenant. Et après voilà, moi je lis aussi des trucs qu'on chronique pas, hein, donc des trucs qui sont pas spécialement en SF ou en fantasy aussi, c'est pareil. Donc voilà, je vois pas grand chose à rajouter déjà à ce que tu as dit précédemment. Et ben parfait, du coup on passe à la deuxième partie de sa question. Si vous deviez emmener 5 livres séries sur la planète Mars, quels seraient-ils ? Alors est-ce que ça se limite aux livres séries ou est-ce qu'on peut mettre des films ? Parce que ouais, des séries, je vais pas en embarquer 50, hein, ça c'est clair. Je sais pas si toi t'as déjà fait série, moi j'avais pensé une série de bouquins en fait, j'avais pas pensé série. Donc okay. Moi j'ai mis que des bouquins. Comme ça moi c'est clair, je suis pas pris la tronche. Donc vas-y, je t'en prie. Alors ça c'est vraiment la question. Quand on avait fait un top 10 de nos albums préférés chez Realm of Kawa, si je le refaisais cette année, ce serait plus du tout les mêmes. Enfin, s'il y en a qui resteraient, mais il y en a d'autres qui partiraient. C'est ça. Donc là, je peux te dire. C'est compliqué comme question. Je peux te dire ce que là maintenant j'emporterai, mais certainement que dans un mois, ce sera pas tout à fait les mêmes. Mais je peux mettre déjà les tombeaux d'Atuan, les chiens du Haume, un petit Silmarillion. Je prendrai la série de la Compagnie Noire, du coup, si j'ai le droit à une série, sinon je prendrai le premier bouquin. Et un dernier truc qui pourrait être cool. Et le Salambo de Flaubert, peut-être que je prendrai la BD de Drouillet, comme ça j'aurai des trucs à regarder aussi. Ouais, question pas facile, donc j'ai fait un petit top comme ça qui serait susceptible de changer aussi, je pense, avec le temps, même si peut-être pas beaucoup. Donc pour moi, il y aurait les Akira, L'Enchanteur de Barjavel, Penser pour moi-même de Marc Aurèle, du Terry Pratchett et L'éthique de Spinoza. Ah ouais, j'avoue. Peut-être que j'aurais dû mettre un... C'est horrible. De quoi ? Du coup, j'ai envie de mettre d'autres trucs, tu vois. J'ai des bouquins auxquels j'avais pas pensé. T'as pas le droit. C'est pas comme ça que ça marche. J'avais pas pensé, c'est en t'entendant faire 30 tables, je me suis dit, mais tiens, ça m'a fait penser à d'autres livres. Ouais, c'est super bien. C'est super. Ouais, non, c'est vraiment extrêmement compliqué comme question, ça. Et c'est même un peu pervers. Ouais, carrément, ouais. Tu sais quoi, je partirai avec Internet. Comme ça, hop. Et voilà, comme ça, moi, t'as tout. C'est ça. Là, c'est toujours rigolo à faire, ces tops-là. Je pense que c'est plus intéressant quand c'est plus spécifique. Tu vois. Ouais. Tu m'aurais demandé les top 5 de la Dark Fantasy, de la High Fantasy. Là, déjà, il y aurait discussion, il y aurait débat. Ouais. Concept d'émission intéressant. C'était un petit peu fourbe, parce que c'était vraiment... c'était large comme question. Et on arrive doucement sur la fin. Tiens, c'est marrant que c'est toi qui l'as fait cette question. Ouais. Donc question de Johanna. Donc pour préciser, c'est ma chérie. Et comment elle en est arrivée à poser cette question ? Parce que du coup, j'enregistre alors qu'elle est à côté. C'est parce que tu l'as saoulée. Elle m'avait posé la... Ouais. Si tu savais, mon pauvre. Mais elle me dit, ouais, en fait, et Cookie, comment il enregistre et tout, machin. Mais j'en sais rien, moi je suis pas à côté. Donc je lui ai dit, écoute, pose la question. Moi peut-être que tu sais comment ça se passe, mais au moins voilà, on aura la réponse de Cookie, puis ça sert pour les auditeurs aussi de savoir. Donc la question est la suivante, c'est Hello, vous êtes vraiment formidable, et Ethno est vraiment très beau. Ah non, ça par contre, non, c'est moi qui l'ai rajouté, pardon. Pouvez-vous nous en dire plus sur les coulisses de vos enregistrements ? Pièces spéciales, temps de préparation, contraintes techniques, etc. Alors, j'enregistre dans mon home studio, au fond du jardin, avec... Non, je suis au fond du placard, moi, je suis... Tout nu, dans le placard, pour dire, dans le noir. Sur ma bonne vieille commode, sur mes vêtements, avec le micro sur un pied qui est accroché dans un des tiroirs, parce que c'est un des seuls endroits où je peux accrocher mon pied de micro, et comme ça, ma compagne peut rester dans le salon et faire sa vie dans le salon, je la gêne pas trop, encore que. Donc c'est assez roots, peut-être qu'un jour je vous ferai un épisode dans la cuisine, mais j'ai peur que ça résonne. Au milieu des casseroles. Exactement. Avec l'eau des pâtes qui déborde. Que vous dire, j'enregistre sur un ordinateur qui a bientôt 10 ans et qui ne fonctionne que grâce au Ubuntu. Oh putain. Donc du jour au lendemain, il peut clamser et tout disparaît.
Hein, donc ça fait partie, on range ça dans les contraintes techniques, on est d'accord. Complètement, ouais. Le PC qui tient pas la route, c'est contrainte technique. Exactement. Donc j'enregistre sur une carte son externe Focusrite avec un micro, un Scarlett Studio. Enfin, c'est assez classique, c'est facile à trouver sur le net, hein, si ça vous intéresse. À la base, je vais enregistrer des parties de guitare dessus, puis manipuler du son numérique avec les instruments. Je suis pas hyper amateur, mais peut-être qu'un jour je serai obligé de passer par là, on verra. Voilà, sinon c'est à peu près tout ce que j'ai niveau matos, quoi. Et puis temps de préparation, ça dépend du sujet. Ça peut aller de 20 minutes avant qu'on enregistre à plusieurs heures de recherche et d'écriture. Les annales d'Opale, c'est pas ce qui me demande le plus de boulot, on va dire. Je pense que je suis à 1 heure par semaine sans la lecture de travail quand même. Donc ça fait 2 heures pour un épisode. Là je compte en gros, hein, ça peut être plus, ça peut être moins. Sans la lecture toujours évidemment. Voilà, en gros, hein, c'est ça. Et est-ce que le chien rentre dans les contraintes techniques ? Ouais, parce que très souvent, on finit d'enregistrer pile poil au moment où je dois le sortir, voire un peu après. Donc, je serre les fesses jusqu'au bout en me disant c'est bon, ça va le faire. Le presse pas, laisse-le terminer. Non, ça se passe bien en général. Et est-ce qu'il a pas gratté à la porte tout à l'heure ? Non, il n'a pas gratté. Enfin, je l'ai pas entendu moi. Ah. Peut-être que toi tu l'as D'accord. entendu. Oui, c'est vrai que le chien est un peu l'élément potentiellement perturbateur, mais jusque-là ça s'est bien passé. Vous l'avez peut-être entendu aboyer une fois, et encore je me suis arrangé pour que et ce encore, soit je suis même pas sûr. Ouais. Si parfois il y a aussi la lessive qui finit juste avant d'enregistrer. Donc là c'est moi, je me dépêche d'accrocher le linge, parce que c'est mon boulot, à la maison, avant de mettre le matos en place, etc. Parce que oui, moi je suis obligé de tout monter et démonter à chaque fois. Il faut bien y penser. J'ai pas d'endroit dédié en fait, j'ai pas de bureau, j'ai pas de zone enregistrement, etc. Donc voilà, c'est mes contraintes. Ok, bon là toute la légende vient de s'effondrer, hein, on est bien d'accord. Comme quoi, quand je demande à ce que les gens aient un son correct, c'est que voilà, c'est même en prenant tout ça en compte, c'est faisable quoi. Ouais, carrément. Ouais. Donc moi pièce spéciale, pareil, hein, je suis dans ma pio là. J'enregistre sur un PC portable avec une carte son. D'ailleurs je crois qu'on a sensiblement la même. Et au niveau du micro pareil, hein. Moi c'est un Thomann par contre, MB7 Beta, qui va très bien, enfin qui fait le taf, sachant qu'avant j'enregistrais avec un vieux micro gaming et tout ça. Donc la contrainte technique, moi je dirais que c'est le chat plus ma fille, hein, parce que voilà, le chat a 4 ans ou 5 je crois. Mais bon, de temps en temps, elle gratte et elle miaule derrière la porte. Ma fille a 16 mois, bientôt sur ses 17. Et moi pareil, hein, c'est vrai que des fois, je dois passer du temps sur les pistes avant de te les envoyer pour essayer de masquer un petit peu les pleurs et les machins comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que quand Johanna a posé la question, on se marrait. On va forcément parler de la petite, tu vois. Et au niveau du temps de préparation, je dois être à peu près pareil que toi, mais à part que moi c'est 1 heure en tout. J'ai vachement appris à prendre des notes depuis qu'on a commencé à bosser ensemble. Ça s'entend sur les chroniques où je parle tout seul de bouquins. Ça c'est une habitude que j'avais pris de Metalland, en fait, de la chronique écrite et de ce qu'on avait fait après aussi. Et, j'avais vraiment pris l'habitude de marquer ce que je voulais dire. Donc histoire de pas perdre le fil, mais au fur et à mesure je me suis aperçu que c'était pas top, et surtout quand on échange tous les deux, des fois ça sert à, souvent ça sert à rien, donc je préfère prendre des notes maintenant, même si je suis extrêmement mauvais là-dedans. Au moins j'arrive à structurer un petit peu le bordel pour pouvoir m'y retrouver en cours d'émission. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je tiens à remercier Johanna aussi, parce que c'est vrai qu'au-delà du soutien, elle m'a quand même apporté pas mal d'idées pour le podcast. Donc ça pareil, on parlait de Tank en homme de l'ombre, mais Johanna, c'est un peu la femme de l'ombre de mon côté, notamment au niveau des réseaux sociaux, des idées pour les émissions et les machins comme ça. Elle m'aide énormément. Donc voilà. Et en plus de ça, elle gère la petite quand je suis en train d'enregistrer, donc c'est un gros morceau. Pas ma fille, hein, la tâche en elle-même. La tâche en elle-même, exactement. Ouais, quand on parle de la tâche, on parle pas de tâche.
Espèce de petit con. Ah, c'était trop facile. Ouais, j'ai pas parlé du montage. Exactement. C'est vrai qu'en général, c'est moi qui m'y colle. Même si t'as. Bah, le montage, c'est toi qui t'y colle. Tu l'as fait plusieurs fois déjà aussi. Et là, ouais, faut compter. Si vous avez une émission d'une heure, j'y ai passé au moins 2 heures minimum, quoi. En gros. Donc ouais, ça fait 4 heures à peu près par... Enfin, 2 heures par semaine plutôt pour les annales de Pal, à peu près. Hein. Donc c'est pas mal, je trouve. C'est un bon rythme. Eh ben, c'est pas mal. Ouais. D'ailleurs, je te remercie de t'y coller à chaque fois. J'ai l'impression de rien foutre à part coller mes miches derrière mon micro, parce que c'est un peu comme toi, ça, je l'ai pas précisé, mais moi aussi c'est pareil. Je démonte et je remonte à chaque fois mon matos. Parce que je suis sur la table à couture de madame, donc du coup... Voilà. Ouais, c'est moyen niveau encombrement si tu veux faire des trucs un peu minutieux. Ouais, exactement, c'est ça. Bah voilà, du coup on a presque réussi à faire notre temps habituel. Encore, ça va être pas mauvais. Ouais, c'est ça. On a dépassé un tout petit peu, mais voilà, on avait des questions super intéressantes et tout. Franchement, encore une fois, merci à tous et à toutes pour les questions. Ouais, j'espère qu'on n'a pas trop répondu à côté. J'ai l'impression qu'on a été à peu près cohérent. À peu près dedans, ouais, voilà. Enfin, de toute façon, on se perd toujours un petit peu. Hein. Oui, c'est ce qui fait le charme, hein. C'est le coin du feu. C'est le coin du feu, c'est ça, ouais. Voilà, je sais pas, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je remercierai jamais assez les gens pour les retours qu'ils nous font, parce que vraiment, c'est encore une fois très très encourageant. Donc je suis content et je suppose que toi aussi que notre programme plaise, en fait, au final, et qu'on arrive à... peut-être à éclairer certaines personnes, à en dérouter d'autres, j'en sais rien, je sais pas. Oh c'est clair. Mais en tout cas, c'est un plaisir. C'est ça, ouais, c'est toujours plaisant de voir que même si vous n'êtes pas 150 à nous solliciter ou à nous répondre, ne serait-ce que 4-5 personnes, ça fait toujours plaisir de voir que voilà, ça. Il y a des gens qui prennent le temps d'écouter, d'analyser un peu ce qu'on dit et de nous faire un retour, quel qu'il soit, qui soit juste pour nous passer le bonjour ou comme ça a été le cas par exemple sur l'épisode sur Je suis une légende par exemple. Quelqu'un nous a apporté des informations, des pistes qui étaient vraiment intéressantes, j'ai trouvé, pour le coup. Ouais, clairement. Voilà, ça fait plaisir de voir que ça touche des gens. Ouais, il me semble que c'est le Grid Goblin, d'ailleurs, qui nous avait répondu. Je crois aussi, hein. Il me semble avoir vu ce pseudo. On lui fera peut-être une réponse plus concrète à tout ça dans le prochain épisode, d'ailleurs. Je sais plus s'il y avait vraiment des questions supplémentaires, mais... On verra si... Non, c'est vraiment... il a apporté une clarification sur un truc ou deux, d'ailleurs, assez pertinente. Donc, effectivement, on pourra... Parce que c'est vrai qu'après, répondre ça sur YouTube, ça peut prendre du temps aussi pour développer. C'est peut-être pas aussi facile qu'à l'oral. Donc, on essaiera de caler ça dans le prochain épisode. Ouais, ça me paraît pas mal. Du coup, il nous reste plus qu'à vous dire dans 2 semaines, justement, pour ce prochain épisode. Voilà, épisode à 4 mains, si je me trompe pas, encore un. Ouais. Avec un classique de chez classique. Hein. Ah là, on peut le dire. On est au niveau de Dracula, on peut le dire, en termes de classique. Ah oui, en termes de classique. Ah putain. Ah putain, j'ai hâte de vous en parler en tout cas, parce que moi c'est vraiment été un coup de cœur, du coup, contrairement à Dracula, qui a été plutôt la déception. Mais ouais, prochain épisode à 4 mains, on espère que vous allez apprécier comme d'habitude. Du coup, il ne nous reste plus qu'à vous dire de vous mettre à lire, comme d'habitude. De lire bien et de lire beaucoup, surtout. À dans 2 semaines.